petite surprise. Hein? Oh, mais c'est facile, hein, vous allez voir. Okay. Alors, je commence par Marie-Thérèse. Fumbois. Oui. Ou Biteku-Teku. Le Pondo ou le Madesu. Cette émission est spéciale. Nous recevons 2 étoiles, 2 leaders, chacune dans son domaine. Elles ont bravé beaucoup de choses dans la vie comme chacune de nous. Elles sont ici aujourd'hui pour vous avec le fluide de qui elles sont devenues, victorieuses, gracieuses et surtout avec un produit, un service qui les autorise aujourd'hui, qui leur donne aujourd'hui la voix pour nous dire qu'il ne faut jamais baisser les bras. Alors, moi, je m'appelle Evelyne Mboizolo. Je suis une femme de 45 ans, maman de 4 enfants. Et ce soir, je vais vous présenter mon 5e bébé qui s'appelle The Squat et qui est l'apporteur de solutions dans toutes les questions du bien-être et du développement de soi. Bonsoir, moi c'est Marie-Thérèse Coriquieta, maman de 2 enfants. Je suis infirmière de profession et depuis là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en créant la marque Zilla Cosmétique qui a pour but d'apporter une gamme de soins pour les femmes, en général les femmes noires, surtout celles qui ont tendance à défriser leurs cheveux ou à lisser leurs cheveux. Super, bienvenue à toutes les deux, parce que dans cette émission, nous parlons pas seulement du succès, mais derrière chaque succès, il y a une histoire. Je suis issue de l'immigration, hein, cette petite fille qui atterrit en Belgique à l'âge de 11 ans, née à Kinshasa, mais bon, qui a eu pas mal d'expérience de haut de ses 11 ans. On a beaucoup voyagé en fait d'un village à village en Afrique, surtout dans la région de Bandundu. Et donc, quand je suis venue en Europe, je venais quasi directement de Bandundu, je dirais. J'ai juste fait escale de quelques mois à Kinshasa. Et puis, j'atterris à Bruxelles et je vous dis pas l'émotion, le dépaysement, le mal du pays. C'était quelque chose de très difficile. Je ne savais pas comment appréhender ça parce qu'à partir quand on est en Afrique, on vous dit que vous allez en Europe. Il y a l'excitation en fait, on rêve de cette Europe-là, on se dit à quoi ça ressemble, c'est la belle vie, c'est l'Eldorado, et puis une fois qu'on y est, on se dit oh là, où est-ce qu'on est? En fait, c'est même le fait que je suis passée quasi du village vers l'Europe en fait. Je n'ai pas eu vraiment de transition à Kinshasa où je ne suis pas restée très longtemps, et donc j'arrive ici, il y a le choc culturel, il y a la langue de plus que je ne maîtrisais absolument pas, qui est le français. Et là on se dit, on a 11 ans, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à rester nostalgique, à penser à ses amis d'école qu'on a laissé, la famille qu'on a laissée derrière nous, ou alors on avance, on embrasse son nouveau pays et on s'adapte, on s'y adhère. Et moi dans mon cas en fait j'ai fait une sorte d'abstraction totale, vraiment, de mon passé, de l'Afrique, parce que ça me rendait, ça amplifiait la tristesse, comment dire, le manque à chaque fois que je pensais à l'Afrique, à chaque fois que je pensais à tout ce que j'ai pu réaliser ou à tout ce que j'ai pu laisser là-bas. Et là, je me suis dit, je ne veux plus y penser. Je ne veux plus. Je veux me laisser emporter, me laisser vivre la vie ici en Europe. Et j'avoue que j'étais très bien accueillie par mes camarades de classe, chose à laquelle je ne m'attendais vraiment pas. Tout le monde a été très gentil, les maîtresses étaient très gentilles, sachant que je ne parlais pas vraiment le français. Et ça, je pense que ça m'a vraiment aidée à m'intégrer. On a eu des voisins très agréables qui nous emmenaient parfois en voyage. Et après, quels sont tes premiers pas dans la vie ici? Mais c'était déjà l'acceptation du milieu dans lequel on vit. D'accord, maintenant professionnellement. Et professionnellement, et c'est après, plus tard, je crois que vers mes 18 ans, que je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. En fait. Je me suis réveillée et je me suis dit, mais voilà, exactement, mon passé m'a rattrapée à mes 18 ans. Je me suis dit, mais qui es-tu, Marie-Thérèse? Qui es-tu? Et c'est à ce moment-là que j'ai été rechercher tout ce que j'avais laissé enfoui au fond de mon cerveau. Et en fait, c'était mes racines, c'était moi, c'était ma base, en fait, que j'ai ignorée pendant toutes ces
ces années-là et que j'ai récupéré, qui m'a donné la force aujourd'hui. Je sais qui je suis, je transmets justement mon passé à mes enfants, je leur relate un petit peu mon passé de ce que j'ai vécu au village. Et professionnellement? Ça m'a aidée. Sans ça, je pense pas que je serais là où je suis arrivée. J'ai fait des études d'infirmière en pensant justement à ce passé-là, en faisant le lien, une corrélation avec mon passé et retrouver confiance en moi. Aujourd'hui, je suis infirmière. Parce que c'est un métier que j'apprécie énormément, un métier qui me donne confiance en moi et surtout qui me rend humaine. Et ça m'a permis aussi d'être ouvert d'esprit, d'être à l'écoute de mes patients, d'acquérir une certaine expérience, peut-être qu'on n'aura peut-être pas dans d'autres secteurs. Le milieu hospitalier nous rend en quelque sorte, je ne sais pas, humaine, mais empathique, exactement, serviable. Ça nous pousse à apporter de l'aide aux gens, à trouver des solutions pour les gens, et c'est ce qui m'a aussi emmené justement à la création de Zilla Cosmétiques. On va en parler, mais après ça, tu t'es lancée en politique, c'est ça? Oui, c'est vrai, ça c'est le passage un peu folie. Mais nous parlons du leadership. Exactement. Il faut tout nous dire. Justement, oui, exactement. Mais à partir du moment où on sait qui on est, il y a un brin de folie qui naît en nous, en fait. Un courage qui naît en nous, qui nous pousse à solliciter, à oser, à entreprendre et surtout à s'intéresser aux autres, à s'intéresser à d'autres activités. Effectivement, du jour au lendemain, je me suis réveillée en me disant, tiens, pourquoi pas me lancer en politique en m'inscrivant sur la liste électorale à l'époque. C'était pour les élections communales, si je me souviens bien, en 2018. Je ne connaissais personne du milieu politique. Je me suis dit, tu vas te lancer en politique, comme ça tu découvres un petit peu les aléas, découvrir un petit peu ce monde qui décide tout pour nous. Donc voilà, surtout quand on est un enfant d'immigré, on ne connaît pas les ficelles politiques, on ne connaît pas, et pourtant la politique fait partie de notre quotidien. Bien sûr. La politique, c'est qui impose la culture dans laquelle nous vivons, qui décide de tout, de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. Et donc c'est très important de s'y intéresser. Et voilà, je me suis lancée là-dedans. Ça a été une très très belle expérience. Je ne regrette absolument pas. Super. Et donc, la question est de savoir, est-ce que tu penses que c'est important quand même pour nous, afro-descendants, de nous intéresser à cette branche de la vie, là, la politique, où on devrait se dire, ça ne nous regarde pas, je suis ici pour mes études, mon travail et mon argent. Qu'est-ce que on existe à partir du moment où on se fait entendre. Tant qu'on ne se fait pas entendre, on n'existe pas. Les autres vont décider pour nous. Les autres vont parler pour nous. Peu importe la langue, même si on ne maîtrise pas la langue de Molière, on ne maîtrise pas la langue de Shakespeare, il faut s'exprimer avec ces mots. Et la manière avec laquelle on peut s'exprimer, ça peut être via la politique, en s'intéressant à ce qui se passe dans sa commune, dans ce qui se passe dans sa région, dans son pays. C'est très important, en fait, pour qu'on ne se réveille pas du jour au lendemain. Il y a des décisions qui ont été modifiées. Et nos enfants, parfois, sont aussi mis un petit peu à l'écart parce que nous, parents, ne transmettons pas l'information nécessaire à ces enfants-là sur les changements politiques, sur le changement de décisions, que ce soit au niveau juridique, au niveau social. Donc, c'est très important pour nous de nous y intéresser. D'accord, wow, super. Et toi, tu es née en Belgique, tu as grandi en Belgique. Qu'à cela ne tienne, ça ne t'a pas déroulé le tapis rouge tout de suite. Non. Essaye de nous parler aussi de toi, en général, au départ. Quand est-ce que ça se brise, disons? Quand est-ce que les chocs de la vie te rattrapent? Avant de parler de ta solution, on souhaite savoir par où tu es passé. Voilà. Alors, donc moi, je suis née, comme je le disais tout à l'heure, en Belgique. Et donc, c'est vrai que je suis issue d'une famille où mon papa travaillait pour le gouvernement autrefois du Congo. Et donc, c'est vrai que nous, on a grandi dans une famille où c'était plus l'image de, voilà, on a quitté l'Afrique, il y a eu des soucis, il faut faire attention. Là-bas, pour l'instant, c'est pas sécurisé, donc c'est pas la peine d'y penser, d'y aller. Concentrez-vous ici, faites vos études, devenez quelqu'un. Et donc, mon père nous a vraiment éduqués dans cette voie-là. Et c'est vrai que, bon, toute petite, toujours, moi, j'ai vécu sur cette voie. On est belge, on habite en Belgique, on a des origines, on sait plus avec aucun élément de comparaison. Voilà, avec aucun élément de comparaison, jusqu'au jour où, justement, vers 11-12 ans,
je regarde le premier film qui traite sur la traite des Noirs, donc qui est Couleur pourpre. Et ce film m'a tellement marqué que je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai dit, voilà, j'étais tellement choquée. Il y a eu en tant que petite fille. Voilà, j'ai vraiment été connectée. Je me suis vraiment dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et donc, quand j'ai commencé à regarder ce genre de film, je me suis intéressée. Et donc, j'en ai regardé d'autres, Sarafina, tout ce genre-là. Et c'est vrai que j'ai gardé en tête, toujours, je me suis dit, un jour, j'irai sur l'île de Gorée. Parce que j'ai retenu que voilà, les esclaves étaient vraiment déportés à partir de ce point-là. Et j'ai gardé en tête que je me suis dit, un jour, j'irai sur cette île pour aller voir, pour aller ressentir ce que ces gens ont ressenti. Et c'est vrai que je suis restée petite, très peinée par cette situation. Et c'est vrai que comme à l'école, on n'en parlait pas forcément, en tout cas pas de cette manière-là, je me suis intéressée en posant des questions, en demandant à mes parents, à mes cousines, si eux avaient entendu ce genre de choses. Et c'est vrai qu'après, durant mes études, quand j'étais en 5e secondaire, on a été au camp d'Auschwitz. Et là, c'est vrai aussi, en excursion, j'étais aussi choquée de ce qu'avaient vécu aussi les Juifs. Donc je me suis dit, voilà, c'est quand même grave ce qui s'est passé dans ce monde et ce qui se passe encore aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai toujours été touchée par ce côté-là, de ne pas être pour aider justement les autres, mais plutôt de le rejeter, d'être aussi atroce envers quelqu'un qui n'a pas la même race que vous, pas la même couleur, pas les mêmes origines. Et c'est vrai que très petite, enfin depuis petite, j'ai été toujours revendiquer. Non, on ne peut pas faire ça, c'est pas gentil, il faut s'aimer les uns les autres, il faut essayer de s'entraider. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus, je suis de signe astrologique balance, donc j'aime l'équilibre, j'aime la justice, j'aime l'équité. Et donc, c'est vrai que j'ai été toujours dans cette révolution. Dès que je suis face à une injustice, peu importe ce qu'elle est, voilà, je m'engage, je le dis, je le crie et je veux que chacun l'entende. Et c'est vrai qu'ici, tu parlais tout à l'heure de savoir qui on est et de prendre sa place. C'est vrai que moi, très tôt, je pense que j'ai toujours su ce que je voulais. Et moi, je voulais vivre dans un monde juste, dans un monde beau, où tout le monde s'aime. C'est un peu utopique ce que je dis, mais c'était vraiment ma vision à moi. Et c'est vrai que mes parents m'ont éduquée dans cette lignée-là. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé ce côté où je me suis dit, voilà, dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, malheureusement, on a toujours des personnes qui ont quand même ce côté où ils veulent que les choses aillent de côté positif, qui veulent que les gens se sentent bien. Et aussi, peu importe d'où on vient, je reste Evelyne Mouezolo. Oui, donc, bien peu sûr. importe, Bien sûr. je suis noire, fière de l'être, mais je suis une femme, une fille, une mère, une cousine. Donc voilà, c'est ça en fait que moi je veux vraiment prôner aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est aussi ici 3 femmes durant le mois de la femme. Et c'est vrai qu'en tant que femme aussi, j'aime aussi que les gens, enfin j'aime aussi que tout le monde sache que nous les femmes, on a aussi une place. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas avoir peur de la prendre, il ne faut pas avoir peur de la revendiquer. Et quand commences-tu à prendre donc ta place dans cette société, je veux dire en Belgique, quand tu commences à être adulte, on va parler d'éducation, on va parler de travail? Je pense même pas adulte. Moi, dès petite. Oui, déjà. Oui. Moi, je me souviens, j'ai des souvenirs, même à l'école, je sais que j'étais une enfant qui avait pas mal de problèmes avec l'adulte parce que justement, j'osais dire, par exemple, si un prof disait quelque chose qui me plaisait pas ou avec lequel je n'étais pas d'accord, je n'avais pas peur de le dire. Tu utilisais déjà ta voix? Ah oui, bien sûr. Je ne veux pas dire que je contredisais pour contredire, mais je vais vous donner une petite anecdote. On était dans une école secondaire où vous savez qu'il y a beaucoup d'élèves. Donc on était peut-être 400, 500 élèves. Et bon, je ne vais pas dire les noms. Donc on avait une éducatrice à l'époque. Ils se reconnaîtront. Voilà, peut-être. Mais en tout cas, à l'époque, on était avec 5-6 copines noires aussi. Mais sans vouloir rester entre nous. Voilà, les choses font que, voilà, on est ensemble, on parle, on rigole, donc c'est pas quelque chose qu'on voulait absolument faire, mais les choses ont fait que ça s'est passé comme ça. Et voilà, c'est ok. Parce que moi, je me disais aussi, en tant qu'élève, qu'on voit, je sais pas, 5-6 élèves noirs, ou 5-6 élèves marocaines, ou 5-6 élèves blanches, je vois pas où est-ce qu'il y a le problème. On est tous dans une cour de récréation, peu importe, ça ne choque personne. Et là, effectivement, pour cette éducatrice-là, c'est un problème. Et alors, elle vient comme ça chez nous, et elle nous dit, j'aimerais bien que vous vous dispersiez les filles, parce que vous faites un peu trop de bruit.
Okay. Alors on se regarde toutes. Et évidemment, qui ose parler, c'est Evelyne. Et je lui dis, mais madame, je ne vois pas où est-ce qu'il est le problème. On est dans une cour de récréation, oui. On parle, ça fait du bruit, c'est normal. Donc je ne vois pas pourquoi nous, on doit se disperser alors qu'il y en a d'autres qui sont ensemble et vous ne dites rien. Donc quel est le problème? Et c'est là que tout le monde me regarde, Evelyne, non. J'ai dit non, moi, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Et donc, c'est là un peu où, voilà, en tant qu'adulte, sur le moment, c'est vrai qu'elle n'a pas apprécié ma remarque, mais dans le fond, voilà, j'étais tout à fait légitime de poser cette question-là. C'est pour dire un peu que, voilà, il y a des moments où, quand on est dans une société, voilà, prendre place, c'est aussi pouvoir se faire entendre et prendre position, sans pour autant, voilà, rentrer dans un conflit ou froisser, mais pouvoir dire ce qu'on pense et de la manière dont on le pense. D'accord, super. Et alors, parle-nous de ta vie professionnelle. Qu'est-ce que tu as fait en Belgique? Alors, en Belgique, donc moi je suis dans le domaine éducatif depuis maintenant 20 ans. Donc j'ai été 15 années enseignante. Donc pour moi aussi c'est un des plus beaux métiers du monde. Parce que là, tu parlais d'infirmière où vous venez aider les autres, vous venez leur rendre service. Moi c'est vrai que c'est... Le métier d'infirmière a besoin de... Tout à fait, exactement. Donc ça reste un des métiers les plus beaux du monde, même si... Par moment, malheureusement, voilà, ça perd un peu de sa qualité, mais on reste quand même passionné par ce métier. Et donc maintenant, ça fait 5 ans que je suis maintenant chef d'atelier dans un établissement scolaire secondaire, donc je gère un petit peu toutes les sections. Je n'ai plus de classe en charge, mais je reste dans la sphère donc, de l'éducation. Super, voilà. Ça c'est merveilleux parce que ça démontre toujours, plus on parle avec des personnes leaders qui ont des entreprises, et nous parlons aux femmes qui vivent dans la diaspora. Ce n'est pas évident. Écoutez les histoires. J'ai la mienne aussi. Je ne vais pas la raconter aujourd'hui. On n'a pas besoin de prendre des mouchoirs, s'il vous plaît. Mais écoutez donc des histoires et des personnes qui réussissent à sortir de l'eau, afin de sortir du lot, comme j'aime bien dire. C'est beaucoup de force. C'est beaucoup de courage. Je souhaite vous poser la question de savoir où est-ce que vous êtes allé chercher cette force? C'est quoi votre source à toutes les deux? Moi, je pense que là, pendant mon adolescence, je devais trouver, déjà, j'ai trouvé cette force-là dans le fait, je me suis tracé un fil conducteur dans ma vie. Je me suis dit, voilà, tu as un fil conducteur, tu le suis. Tu as ton objectif, tu dois faire tes études et tu dois avoir un travail, un métier et surtout, tu ne dois plus vivre des difficultés dans lesquelles tu as grandi en fait. Ça c'était mon objectif. Et si j'ai mes enfants, je ne veux plus que mes enfants souffrent autant que moi j'ai souffert. Je veux qu'ils apprennent que la vie est difficile, mais je ne veux pas qu'ils souffrent, qu'ils passent par des étapes par où je suis passée. Et donc ça a été ma force en fait. Je me suis dit voilà, le jour où j'aurai des enfants, je veux leur donner quelque chose une éducation qui j'ai reçu une bonne éducation. Si je suis là aujourd'hui, c'est peut-être grâce à ça aussi. Je ne veux pas rejeter ça, bien sûr. Mais je voulais donner une autre éducation à mes enfants dans le sens où, dans la vie, vous pouvez vivre des difficultés, mais il faut surtout avoir la force de trouver des personnes qui soient aptes à vous aider, à vous relever. Parce que seul, on ne peut pas. Exactement. C'est ça, en fait. Et Evelyne, ça a été les gens aussi, toi aussi, tu as eu des personnes autour de toi qui Oui. Et c'est justement, voilà ce déclic en fait qui a été, parce que je rebondis un petit peu dans ce que tu dis, parce qu'on est issu aussi d'une famille, surtout dans notre communauté, quand on va mal ou quand on n'est pas bien, on ne va pas voir de psy. Non, c'est pas dans notre culture. C'est pas dans notre culture. C'est dommage. Souvent, on se remet à Dieu, chose qui n'est pas mauvais en soi, mais il n'y a pas que ça. Mais pratiquement. Il faut pratiquement se faire accompagner, se faire aider, se faire aiguiller. Parce que si on pense qu'on va toujours pouvoir tout porter, à un moment donné, tout seul, on n'y arrive pas. Et c'est vrai qu'ici, moi, la force qui m'a été vraiment, je ne sais pas comment même l'expliquer, parce que parfois, je vis tellement des situations que moi-même, je me demande comment je fais. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'ici, je dirais plutôt que c'est le fait d'avoir perdu maman et ma sœur, où je me suis vraiment promis, je leur ai donné cette promesse de ne pas sombrer. Et il y a de l'autre côté mes enfants. C'est vraiment eux, quand je les regarde, je me dis aussi, voilà, ils ont besoin de moi, ils n'ont rien demandé, donc c'est ma responsabilité. Donc je me dois de me relever pour eux, pour continuer à les guider, les encadrer, les faire grandir. Et c'est ça, moi, ma force aujourd'hui. Peu importe les situations que je peux vivre, parce que j'ai envie, croyez-moi,
c'est vraiment eux qui me donnent cette force. Super, donc, c'est voilà. ta force, c'est ta philosophie. Ouais. Et nous allons passer à la musique avec un titre justement que tu as suggéré de Amel Bent, Ma philosophie. Briser la lune, ça ne fait pas peur, même ma nuit surgira encore et encore. Excellent. Écoutez les dames, je vous embarque dans une petite conversation. Nous allons parler vraiment de leadership féminin. J'ai une question que je vais poser à toutes les deux. Les sociologues stipulent que l'un des enjeux chez les étrangers immigrés est qu'à cause des expériences difficiles sur le parcours, les personnes perdent la vision de leur destinée. Parlons un peu de l'importance de s'accrocher à sa vision à l'étranger. Comment vous gérez cela et quel est le conseil que vous pouvez donner à nos auditeurs? Je peux dire quelques mots. Moi, je pense que si on perd le sens de sa vision, ce qui arrive à énormément de personnes à l'étranger, à cause de tout ce qu'on vit, la charge et tout ça, la charge mentale, la santé mentale même parfois, on est perdu en fait. On est totalement perdu. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est l'importance de la vision pour vraiment continuer et réaliser son destin? La vision personnelle se base sur la concentration de soi. Wow. Pour moi, en tout cas. Oui. Donc, il faut se concentrer sur soi, savoir qu'est-ce qu'on veut réellement dans la vie. Le problème, c'est que dans la communauté, comme vous dites, dans la communauté afrodescendant, il y a trop d'interférences dans nos têtes, en fait. Oui. On se focalise sur beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, sachant que parfois, on a un pied en Europe et un pied en Afrique. Et ce qui fait que ça nous déconcentre aussi sur cette vision qu'on a. Parce que la vision par rapport à la vie en Afrique, par rapport à celle ici, est tout à fait différente. Ça, on doit prendre conscience de ça. Sûr. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut sensibiliser justement cette jeunesse-là à se concentrer à l'endroit où il est d'abord. Oui. Si on veut développer l'Afrique ou aider l'Afrique à se développer, ben, commençons d'abord à construire ici. Parce qu'ici, on a les moyens, on a l'opportunité, on a la sécurité. Chose qu'on n'a pas tout à fait, à 100% en tout cas, dans certains pays en Afrique. Construisons d'abord ici, rassemblons nos idées, rassemblons nos visions, parce que nos visions peuvent être, je dirais, différentes des unes des autres. Et c'est important, d'ailleurs. Ça nous permet d'évoluer, de nous tirer les uns, des autres. Et donc, voilà, moi, aujourd'hui, c'est la sensibilisation sur cette jeunesse-là. Si on veut aujourd'hui améliorer notre vision en tant qu'homme noir à l'étranger, comme homme noir en Europe, dans des pays occidentaux, nous devons nous rassembler et partager nos idées, partager nos visions. Et toi, Evelyne, qu'est-ce que tu en penses? La force de moi, la je vision? Partage tout à fait ce que vient de dire Marion. Marie-Thérèse. Ah, Marie-Thérèse, excuse-moi. Ça nous va aussi, Marion. Je mange juste des ailes, là. Donc, Marie-Thérèse. Mais je voudrais peut-être ajouter que peu importe la vision qu'on a, il faut croire en ce qu'on fait. Exactement. Croire en soi. Tout à fait. Faut être convaincu de ce qu'on veut faire. Parce que si on n'est pas convaincu nous-mêmes, qui va l'être en fait? Donc ici, c'est ça, moi je trouve que c'est très important parce que peu importe les difficultés ou les obstacles qu'on peut rencontrer, si on y croit, si on est déterminé, rien ne pourra nous arrêter. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, dans le fait qu'on veut peut-être évoluer dans notre communauté, c'est déjà ça qu'il faut déjà se mettre en tête. Et aussi, je rajouterais aussi de s'organiser. Ça manque énormément d'organisation dans notre communauté, dans le sens où, au lieu d'être unis, comme tu parlais tout à l'heure, on est tous dispersés. Chacun fait de son côté. On est chacun dispersés. Pourtant, on a tellement à faire ensemble, on a tellement de synergie à créer, de collaboration à faire naître. Mais voilà, je ne sais pas pour quelle raison. Pourtant, j'ai essayé. J'ai essayé. Et souvent, on est déçus. On est découragés aussi. Je crois que c'est pas encore maintenant. C'est pas maintenant. Mais bon, voilà, j'y crois, mais je me dis, voilà, je pense qu'il faut être prêt, en fait. Il faut être prêt qu'à cela ne tienne de ton expérience positive. Tu viens de nous parler vraiment de ton expérience. Il en est sorti quelque chose de très beau. Tu as décidé d'aider les autres avec un projet qui s'est formalisé en entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, c'est mon 5e bébé. C'est de squat. Alors, de squat, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'apporteur de solutions dans toutes les questions du bien-être et de développement de soi. Et en fait, j'ai voulu vraiment mettre en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, une action, parce que je me suis dit, demain, si je ne suis plus là, j'ai envie de laisser une trace, et de laisser une trace positive.
Dans le sens où moi, quand je me suis retrouvée dans cette situation très difficile, où j'étais persuadée que j'allais pas y arriver, ben, je me suis fait justement accompagner parce qu'à un moment donné, je me suis dit, j'y arrive plus. Oui. Et c'est OK. Pourtant, je suis quelqu'un aussi très perfectionniste. Je veux que toutes les choses soient bien faites, carrées. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout gérer. Et moi, je me suis dit, voilà, je sens que ça ne va pas. Donc, je me suis fait accompagner, je me suis fait conseiller, je me suis fait guider. Et ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé à comprendre qui j'étais vraiment, pourquoi j'étais traversée par ces émotions, qu'est-ce qui se passait dans ma tête, dans mon corps. Et c'est comme ça que j'ai pu mieux relativiser, mieux gérer, mieux appréhender tout ce qui m'arrivait. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà, moi, si je dois mettre quelque chose en place, c'est vraiment ma mission de vie, c'est de remettre le sourire à tous les visages que je rencontre. Wow. Et c'est ça que je me suis dit, voilà, je sais ce que je dois faire sur cette terre, et c'est ça. Et comme malheureusement, je me rends compte que on est dans une société malade, je suis désolée, avec beaucoup de guerres, de différences, de discrimination, de racisme, tout ce genre de situations. Mais je me dis, il n'y a pas que ça. Oui. Je pense qu'il y a aussi, je suis convaincue qu'il y a aussi de belles personnes, de belles âmes, des personnes qui veulent construire, des personnes qui veulent grandir, des personnes qui veulent voir ce monde redevenir beau, rose, fleuri, positif. Exactement. Et c'est là que je me suis dit, voilà, moi je voulais rester dans cette mission-là. Et donc c'est comme ça que j'ai créé The Squat, pour vraiment permettre à toute personne de pouvoir se déconnecter de leur quotidien et de pouvoir se dire, aujourd'hui je fais pause. Pause de tout ce qui se passe autour de moi, des enfants, du mari, du travail, des responsabilités, et je prends soin de moi. Parce que souvent, je rencontre des personnes qui sont désemparées, tristes, parce que elles sont touchées par la maladie, elles sont touchées par le burn-out, elles sont touchées par la dépression, parce qu'elles se sont oubliées. Elles ont tellement tiré sur cette corde qu'à un moment donné, la corde a fini par craquer. Et c'est là qu'on se dit, mince, et si. Et moi, j'arrive en vous disant, les gars, à un moment donné, n'attendez pas d'être dans cette situation, mais commencez dès aujourd'hui à prendre soin de vous, à prendre des moments de pause. Travailler, c'est important, oui, mais ce n'est pas la vie, ce n'est pas que ça, c'est la santé. Sans la santé, on ne pourra rien faire. Exact. Et le squat, est-ce que UAT, qu'est-ce que ça signifie en fait? Alors, The Squat, donc c'est la signification de S pour sport, parce que pour moi, le sport, c'est la vie. Ça fait partie, c'est mon compagnon de route. Alors, Q pour quality, parce que chez The Squat, on offre de la qualité, on a des experts de qualité. U pour unit, donc l'unité, on veut vraiment créer des personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes principes. A pour animation, parce que chez The Squat, on a des actions, on participe à des actions pour justement se déconnecter et complètement se penser qu'à soi. Et T pour travel, parce que chez The Squat, on voyage à travers un pays, mais aussi à travers soi-même. Est-ce que tu peux nous parler de ton offre? Oui. Comment est-ce que tu la présentes aux gens? Voilà. Alors moi, donc, The Squat, ça repose sur 3 axes, donc sur le sport, la nutrition et le bien-être. Et donc, j'offre des environnements où les personnes ont la possibilité vraiment de se déconnecter. Alors, il y a 3 pôles. Il y a le The Squat Day, où là, les personnes auront la possibilité de participer pendant une journée à une action où on se challenge, on essaie vraiment de se surpasser, de dépasser ses limites. Et donc là, on lâche prise totalement et on ne contrôle plus rien. Et on se laisse aller. Et après, il y a un coach qui nous explique un petit peu toutes les émotions par lesquelles on est passé. On va un peu plus loin. Donc là, on a le The Squat Meetup, où là, pendant 2-3 jours, on se retrouve le temps d'un moment pour se décharger mentalement autour d'une thématique qu'on va aborder et auquel on va recevoir par les équipes d'experts des tips, des conseils, des astuces pour justement mieux gérer ces problématiques-là lors de nos quotidiens. Et alors, le 3e pôle, c'est vraiment un peu plus loin où là, on part pendant 8 à 10 jours, où là, on se déconnecte totalement vers des pays à paysage idyllique. Voilà, donc parlant de travel, tu organises quelque chose en direction du Sénégal. Tout à fait. Et à qui est-ce que ça peut parler? Alors ici, donc c'est des retraites sportives. Donc ça parle, donc moi ma cible, ce sont des hommes, femmes,
entre 28 et 65 ans, mais je dis toujours que le bien-être, tout le monde en a besoin, Bien même sûr, les jeunes, oui, bien même sûr, les moins jeunes. Donc, c'est vraiment une façon de changer sa façon de voir les choses. Et tu les amènes et au donc, Sénégal? ici, je les amène au Sénégal pendant ce laps de temps, entre 8 à 10 jours. Et là, pendant cette semaine, il y a le côté culturel où on découvre le pays. Et puis, il y a le côté développement personnel où là, vraiment, on prend des moments pour se reconnecter à soi, au travers des techniques de développement personnel, au travers de types de conseils des coachs. Et alors, il y a tout l'aspect sportif qu'on va traverser, que ce soit des exercices au poids du corps, de la méditation, relaxation, yoga, pilates. Donc, ça dépend un petit peu de la thématique qu'on choisit. Et alors, toujours, ça c'est vraiment un objectif personnel où j'ai aussi intégré donc l'action humanitaire. Où là, vraiment, on va à l'encontre des habitants du village et on va vraiment à leur rencontre. On passe une journée avec eux, on offre des vivres et on essaie vraiment de partager un moment festif et convivial avec ces personnes qui sont dans le besoin. Et nous, on leur apporte notre aide, notre sourire, un bon moment. Où est-ce qu'on peut te trouver? Puisque je suis encore avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Oui. Si les gens sont intéressés, tu as les réseaux sociaux. Tout à fait. Tu as... Donc alors, on me retrouve donc sur Insta, Facebook, LinkedIn. Avec quel ou nom? donc de Squat. Et alors, si vous voulez avoir vraiment les liens, vous allez sur www.desquat.be. Voilà. Ça, c'est notre site internet, mais qui est pour le moment dédié essentiellement à la retraite sportive qu'on organise du 30 avril au 9 mai de cette année. D'accord. Je souhaite souligner que the, c'est comme en anglais, T-H-E, et squat. Et squat, c'est S-Q-U-A-T. Super. Voilà. Wow, super, super. Ça nous fait rêver déjà. Oui, ça nous fait rêver. On parle là, c'est déjà on va au soleil. Oui. On fait de très belles choses dans la diaspora. Et maintenant, nous allons vers Marie-Thérèse. Tu portes aussi une casquette d'entrepreneur dans le domaine de l'esthétique capillaire avec une marque à ton actif qui s'appelle Nzila. Tu vas nous expliquer ce que ça signifie. Comment est né ce besoin de servir? Et peux-tu nous parler de la solution que tu as apportée sur le marché? Je me suis lancée effectivement dans cette aventure, une belle expérience pour moi. J'espère que ça va continuer, de créer ma marque Nzila Cosmétique, dont je sors complètement du monde médical, du monde, je dirais, du non-marchand, donc pour découvrir ce monde qui semble un peu dingue, qui m'a ruiné. Tous des fous, alors je peux plus rien. Un monde de fous. Mais on se comprend. Mais voilà, il fallait que je passe par là. Je pense que c'est la suite logique dans mon développement personnel. J'ai acquis une certaine expérience en milieu hospitalier et aujourd'hui, je me sens apte à partager mon expérience en fait par rapport à la prise en charge de mes cheveux. Mais Nzila, c'est quoi? Nzila, donc Nzila Cosmétique. Nzila veut dire le chemin dans ma langue maternelle qui est le Kikongo, qui est parlé dans la région de Bandundu et qui veut dire chemin. Donc j'emmène les gens, je guide un peu les gens à créer leur propre chemin, se faufiler un chemin dans la prise en charge de leurs cheveux. Je veux que les gens prennent conscience, ou les femmes, surtout la femme africaine, parce que c'est elle ma cible, la femme africaine se connecte à ses cheveux, s'intéresse à ses cheveux et leur donne de la valeur. Et donc, c'est un sujet qui est très difficile à aborder parce que ça touche à la personne, à l'image de la femme noire. Ça peut susciter, je dirais, de la dévalorisation aux yeux des autres communautés ou de la jeunesse. Et ça peut aussi entraîner vers des préjugés. Mais il faut l'aborder, ce sujet. Aujourd'hui, on est face à une situation quand même qui semble être un problème de santé publique avec de l'alopécie précoce, de plus en plus jeune. On a des jeunes, parfois de 20 ans déjà, qui souffrent de l'alopécie. Et on veut sensibiliser. Et tout ça, c'est surtout lié aux coiffures agressives que nous appliquons déjà depuis le très, très jeune âge. Tu as une gamme? Moi, j'ai créé une gamme tout à fait qui est composée d'un masque, d'un shampoing et d'une huile d'entretien. J'étais vraiment dans la facilité parce qu'avant de créer évidemment la marque Nzila Cosmétique, j'ai quand même mené une certaine étude ou peut-être expérience. En tout cas, j'ai posé quelques questions à une dizaine de femmes autour de moi pour leur demander pourquoi est-ce que vous ne prodiguez pas des soins, vous ne prenez pas le temps ou la patience de faire des soins
à vos cheveux. Elles me disent, oui, mais on voudrait bien, mais on n'a pas le temps. Souvent, c'est des produits qui ne sont pas en tout cas efficaces. Et l'utilisation ou la manipulation de plusieurs produits, ça les décourage en fait, parce qu'elles prennent toutes, parfois ça peut prendre toute une journée. C'est contraignant parfois. C'est extrêmement contraignant. Et donc là, je me suis dit, je vais élaborer une... Oui, exactement. Donc, je me suis dit, je vais élaborer une gamme qui soit extrêmement simple à utiliser. Donc là, et avec un protocole tout à fait différent. On vient complètement bousculer la vision de la prise en charge du cheveu. Donc, nous, on commence directement par le masque. Et puis, une fois qu'on a appliqué le masque, on le garde, soit sous un casque chauffant pour accélérer le processus d'hydratation. Ou alors, on met son chapeau plastique qu'on peut garder comme à la maison, 1 heure, 2 heures, le temps de faire son petit ménage, et puis ensuite de rincer légèrement et puis d'appliquer directement notre shampoing en boulot. Pourquoi est-ce qu'on a opté cette démarche-là? C'est pour éviter des manipulations inutiles en fait aux cheveux et un gain de temps extrêmement efficace. Il faut savoir aussi pourquoi on commence par le masque. C'est un masque qui est très très gras, donc il est composé de beurre de karité, l'huile d'avocat, l'huile de ricin pour stimuler la repousse des cheveux, du miel, et donc nos cheveux africains sont les cheveux le plus déshydratés en fait au monde. Donc ils ont besoin de matières grasses. Avec l'hiver et tout. Avec l'hiver effectivement. Donc le masque va venir hydrater en profondeur et nourrir le cheveu et le cuir chevelu en même temps. Et puis après, on applique le shampoing Ambounou. C'est un shampoing qui est assez spécial. Même le parfum est assez spécial. Ça attire quand même l'attention à la des base gens. d'une plante, c'est ça? Exactement. C'est l'extrait d'une plante Ambounou qui pousse relativement ou essentiellement en Afrique et dans les pays comme le Burkina Faso, le Tchad, le Mali. Cette plante a une propriété quand même qui est émolliente, donc ça permet de démêler les cheveux beaucoup plus facilement, et surtout ça hydrate en profondeur le cuir chevelu, ça donne du volume dans le cheveu et ça enlève aussi les pellicules pour tous ceux qui souffrent de pellicules. Et une fois qu'on a appliqué le shampoing, on passe directement à une huile d'hydratation pour sceller l'hydratation. C'est aussi une huile qui ne colle absolument pas, qui n'alourdit pas les cheveux, qu'on peut appliquer 2, 3 fois, 4 fois dans la semaine sans problème. Et le masque, en fait, pour nous, on va aussi vers la simplicité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de manipuler les cheveux plusieurs fois dans la journée ou dans la semaine. On laisse le masque, on peut l'utiliser toutes les 2 semaines, par exemple, et donc ce qui vous laisse la liberté, en tout cas, de vous occuper à d'autres activités qu'à vous consacrer sur vos soins capillaires. Quand tu dis on laisse le masque, donc on ne rince pas alors? Le masque, on le garde pendant une demi-heure. Hein, donc, d'accord. Voilà, c'est ça que je voulais dire, au moment où on fait le soin. Mais on l'applique pour une seconde application. Ça sera seulement dans 2 semaines, par exemple, pour éviter de nouveau laver les cheveux et donc de stimuler, de casser les cheveux ou d'abîmer le bulbe capillaire. Donc voilà. Disons que il faut noter que tu prépares une journée de lancement. Exactement, justement, comme c'est une toute nouvelle marque qui sort de nulle part, là, le petit bébé est tout nouveau. Donc là, on va présenter justement la marque lors d'un événement que nous sommes en train d'organiser. Qui peut participer? Comment est-ce qu'on le sait? Tu es sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur Facebook. On peut me trouver sur Facebook au nom de Marie-Thérèse Coriqueta, ou on peut aussi nous trouver sur zilacosmétique.com sur notre site, ou Zila Cosmétique sur Instagram, sur TikTok, et sur pour Facebook. Le lancement, et donc le jour du lancement, donc l'événement se déroulera le 27 avril au 78, donc sur rue de la Loi. Je ne sais pas si normalement c'est une rue qui est assez connue dans le quartier européen. Ça sera de 13h à 18h, et donc nous attendons des personnes. L'entrée est quand même à 30 € parce que... Mais comment on fait pour savoir où prendre le petit donc sur Facebook. En général, c'est sur Facebook que les gens peuvent nous trouver pour réserver les places. Et c'est sur réservation absolument pour qu'on puisse... Parce que le but n'était pas de parler seulement de ces 3 produits. Évidemment, on ne va pas passer 3 heures à parler de ces 3 produits. On voulait créer un moment convivial, un moment de rencontre. Et j'ai envie de me créer des ambassadeurs, des ambassadrices. Il faut que vous allez parler de Zila Cosmétique. Et donc, je voulais vraiment partager ce moment-là avec les personnes qui m'ont soutenue, avec les personnes qui me suivent et les personnes qui veulent aussi venir tester ou sentir tout simplement les produits avant de les acheter. Les personnes qui hésitent encore, ils peuvent le toucher parce qu'entre ce que l'on voit et ce qu'on entend, il y a souvent une différence. Et donc là, on voulait vraiment créer un moment assez agréable à passer. Et il y aura tout à fait des activités. Donc, il y aura un groupe de danse
africaines, danses ancestrales qui seront là, un défilé de Moi, je mode. serai déjà au Sénégal, Et donc, malheureusement. voilà, malheureusement. Mais Il y aura c'est d'autres super, dates. vous avez toutes, vous organisez toutes des événements, Des c'est événements, très exactement. dynamique. Wow, c'est super. Écoutez, on arrive à la fin de l'émission, là, et j'ai une question Oui. surprise pour Oula. chacune de vous. Préparez-vous. On ne l'avait pas dit. Hein. Non, c'est pour ça que j'ai dit surprise. Hein. Oh, mais c'est facile, hein, vous allez voir. Ok. Alors, je commence par Marie-Thérèse. Oui. Si on te donnait le choix, Oui. Fumbois Oui. ou Biteku-Teku? Ah, mais t'écoutes, sans Oui, hésiter. moi, c'est ce que j'aurais dit, c'est direct. En fait, le fond, moi, le problème avec moi, c'est que quand je le mâche, je ne sais pas quoi en faire, en fait. Ah, J'avale la sauce et puis Ouais. je ne sais plus quoi faire. Ah, d'accord. Mais le biteku-teku, Ok. je Ah ouais. mange Le ça tous choix est les jours. fait. Donc, non, le choix est Moi, je fait. suis d'accord avec toi. Et pour Evelyne, le pondu ou le madesu? Oh là là. Ah, le choix difficile, Ah, là. quelle question. Alors, moi, je vais te dire les deux. Les deux. Ah ouais. Le choix n'est pas Parce que fait, moi, là. chez nous, bon, je suis aussi originaire du Bas-Congo. Oui. Et nous, on a le tchakamadesu. Donc, c'est Ok. vraiment le pondu Se mélanger. avec le madesu. Et ça, Ah. ma mère faisait ça, c'était Ok. délicieux. Donc, je dirais les deux. C'est deux. Franchement. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Excellent.